été comme hiver face à des coûts d'énergie qui explosent. Bénéficier d'espace extérieur, il y a eu l'effet Covid, mais on sait que le sujet de nature est important, les charges évidemment, et un sujet de valeur dans le temps. Et aujourd'hui, la valeur du logement, elle ne va pas être uniquement liée à sa localisation ou aux paramètres dont vous êtes habitué, mais aussi à sa capacité à anticiper les enjeux et les réglementations environnementales. Donc, c'est le slide d'après. On a aujourd'hui des contraintes très importantes et des normes très importantes que vous connaissez sur les logements, notamment la RE 2020, qui est donc la réglementation environnementale, et tout ceci va impacter la valeur des logements dans le futur, puisque vous avez des réglementations qui sont évolutives. On vous a mis surtout RE 2020 et DPE, mais DPE, vous le savez, aujourd'hui, nous proposons des logements qui sont de DPE A à C, mais si vous avez un DPE trop élevé, vous ne pourrez plus mettre votre logement en location, vous le savez, mais donc ça veut dire qu'il faut dès aujourd'hui anticiper des réglementations qui sont évolutives. La RE 2020 a la même démarche. C'est une réglementation qui porte sur l'impact énergétique, l'impact carbone et le confort d'été des bâtiments, et elle est évolutive, c'est-à-dire qu'un bâtiment aujourd'hui va être soumis à la RE 22, mais il y aura un seuil en 25, en 28, etc. Donc si aujourd'hui vous vendez un logement qui est déjà conforme aux réglementations futures, et bien, il a d'autant plus de chances de garder sa valeur à l'avenir lorsqu'il sera remis sur le marché face à des logements neufs soumis à ces réglementations. Donc, face à ça, on se dit qu'il y a donc un vrai sujet, une vraie urgence à agir et potentiellement un vrai intérêt des clients. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter, comment on en parle, c'est quoi un logement qui est RSE compatible en fait. Tu peux remonter juste le slide avant. Je veux juste ce chiffre, je trouve assez intéressant. On a aujourd'hui 73% des personnes qui trouvent difficile de savoir ce qui est responsable. Donc, je pense que c'est un peu votre sujet à vous aussi. C'est quoi un logement RSE? Comment j'en parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est ce qu'on développe dans les slides suivantes, dont je vais un peu vous parler. On peut passer. Voilà. Donc, on est sur un sujet qu'il va falloir apprendre à appréhender, puisque la RSE, c'est des dimensions multiples. On peut être bon sur un sujet, mauvais sur un autre, mais nous, ce qu'on pense au niveau du groupe Altaria, c'est qu'on doit s'engager sur les sujets RSE et de plus en plus travailler sur l'ensemble des dimensions de la RSE. Là, on a tenté un découpage qui est assez simple à comprendre, mais sur les sujets climat-énergie, résilience et adaptation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est climat-énergie, c'est on va réduire notre impact énergétique et climatique. Et résilience, c'est on va être capable d'avoir un logement qui tient le coup dans un monde où il fait plus chaud et où il y a le plus de phénomènes naturels. On a le sujet biodiversité, protection de la nature, qui va regrouper des sujets de végétalisation, protection des sols. Le sujet de l'eau, dont on ne parlait pas beaucoup il y a quelques années, et là qui est en train de monter en flèche parce qu'on a des sujets de stress hydrique, de pénurie d'eau, pas mal d'endroits. La loi sur l'eau aussi. La loi sur l'eau, qui intervient souvent. Exactement. Économie circulaire, alors qui regroupe plein de choses. On va parler aussi bien des déchets de chantier que de la capacité d'un bâtiment à être réversible. Et puis un sujet aussi sociétal, parce qu'on n'a pas que de l'environnement, mais on a quand même un sujet sur comment est-ce qu'on s'inscrit dans le territoire. Donc, vous voyez, là, on a 6 dimensions. L'idée, c'est que ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, ça va être une première entrée en matière. Je me rends compte que ça va être assez dense et vous aurez les replays peut-être pour creuser, mais c'est que pour chacun de ces sujets, la question se pose de pourquoi est-ce qu'on en parle, en quoi est-ce que c'est important pour vendre un logement de parler de ce sujet-là, quelles sont les solutions qu'on apporte. Donc, sur notre programme, on a un certain nombre de solutions et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et quel est l'intérêt pour le client? En quoi est-ce que lui, ça va lui apporter quelque chose? Donc, on va un peu dérouler ces thèmes. Commençons peut-être par climat-énergie, qui est le plus évident et le plus emblématique aujourd'hui et que nous, on porte beaucoup en tant que groupe Altaria, parce qu'on se veut leader de la transformation urbaine bas carbone. Donc, climat-énergie, ce qu'on disait, le bâtiment aujourd'hui, c'est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Globalement, ça me semble être une bonne raison d'agir sur ce sujet. Et par ailleurs, l'impact CO2 d'un bâtiment, c'est d'une part l'énergie qu'il va consommer et d'autre part les matériaux qu'on va utiliser pour le construire. Donc, pour avoir un bâtiment vertueux au niveau climatique, on a pas mal de solutions qu'on peut mettre en œuvre, mais notamment des solutions énergétiques, donc une construction qui permet, on dit bioclimatique, qui permet de moins consommer, un recours aux énergies renouvelables éventuellement ou à des réseaux de chaleur,
Et puis sur les matériaux, on peut travailler sur des matériaux bas carbone, et puis on peut aussi, c'est un sujet complémentaire, mais travailler évidemment sur la proximité des transports en commun. Dans le groupe, 90% de nos opérations sont à moins de 500 mètres des transports, et c'est un vrai sujet déjà pour limiter l'empreinte carbone des personnes qui vont habiter dans ce bâtiment. Là, la question, c'est comment on en parle aux clients. Effectivement, ce que veut dire votre bâtiment il est bas carbone, c'est pas forcément très facile. Mais par contre, on peut anticiper l'idée de réduction des coûts énergétiques. Donc, on ne va pas forcément avoir une baisse automatique des coûts parce que les coûts de l'énergie augmentent, mais en tout cas, on aura une augmentation inférieure de la facture. Le confort thermique qui est évidemment un sujet. Et surtout, moi, je pense que c'est vraiment un sujet majeur, la pérennité de la valeur du logement, puisque je pense qu'au vu des réglementations et des changements de consommation, un logement qui n'est pas conçu comme bas carbone aujourd'hui sera beaucoup plus difficile à valoriser dans quelques années. À titre d'exemple, on vous a mis que faisaient deux exemples du groupe. Après, bon, vous aurez des présentations plus détaillées après, mais là, on a deux exemples. Un exemple de notre marque Oudéum avec un projet en bois à Taverny. Donc, le bois est une vraie solution décarbonée. Et puis, un projet de Pichimo avec la Cité de la Gastronomie où on a une construction mixte béton-bois, une valorisation des déchets. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs solutions. On travaille sur l'énergie, sur les matériaux, et tout ça contribue à faire du bas carbone. Donc ça, c'était climat-énergie. Le pendant de ce travail sur le bas carbone, c'est le travail sur l'adaptation, puisque c'est ce qu'on disait, on va réduire l'empreinte carbone, mais face à ça, il va quand même faire plus chaud. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on explique à nos clients qu'ils vont se sentir mieux dans leur logement parce qu'on va leur proposer des logements plus rafraîchis. La question se pose, c'est intéressant de voir l'évolution. Précédemment, on a longtemps parlé des charges du chauffage. Là, on est plutôt au sujet de comment on vit en été quand il fait très, très chaud. Donc là, on a beaucoup de solutions. On a notamment notre marque Cogidine qui a développé tout un kit confort d'été en fait, pour travailler sur ça, sur ces bâtiments, qui est un mix de plein de solutions sur l'orientation du bâtiment, sur l'usage des matériaux, sur des revêtements clairs, en façade, en toiture, le fait d'avoir des espaces ombragés. La végétalisation et les sols sont aussi un moyen, parce que le fait d'avoir de la pleine terre ou des plantes qui par évapotranspiration vont rafraîchir l'atmosphère, tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre le confort thermique des bâtiments. Et donc là, on a un bénéfice direct pour la personne qui va occuper le logement. Et puis, il y a aussi un sujet un peu annexe, mais qui va être important à l'avenir, qui est la protection du patrimoine, puisqu'il y a la chaleur, mais il va y avoir aussi la multiplication des événements climatiques violents, les tempêtes, inondations et autres. Et donc, travailler sur ces sujets d'adaptation, c'est aussi garantir qu'on a un bâtiment qui va mieux résister aux chocs à venir à l'avenir. Voilà, sur le climat. Alors, je passe du coq à l'âne, c'est un peu catalogue de sujets, mais c'est un peu l'enjeu de la RSE d'être capable de valoriser dans un projet le pendant de la RSE qui est mis en valeur. Donc, la biodiversité et la protection de la nature, c'est un autre sujet. Pourquoi on s'y intéresse parce qu'aujourd'hui, il y a une extinction massive de biodiversité et on a une artificialisation très importante des sols d'année en année partout dans le monde et également en France. Et donc, on va avoir des contraintes là-dessus. La solution aujourd'hui pour préserver la nature et apporter du confort aux habitants, c'est de végétaliser, d'être capable de préserver les sols, par exemple de désimperméabiliser les sols des parkings, je pense des parkings extérieurs, d'installer des espaces pour la faune. Ça peut être tout petit, un nichoir, un tel insecte. C'est pas grand-chose, mais ça contribue réellement à la biodiversité. Et puis, les espaces extérieurs privatifs qui sont aussi des lieux très adaptés à la végétalisation. Là-dessus, comment en parler aux clients? Donc, il y a plusieurs choses, mais il y a évidemment le sujet du confort et de la proximité de la nature. On le sait, et notamment depuis le Covid, c'est une attente très forte. Le rafraîchissement, c'est peut-être moins directement perçu, mais c'est réel. Quand vous avez de l'ombrage, vous avez des sols désartificialisés, ça est typiquement en cœur d'îlot, quand on a de la végétalisation, ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, et donc c'est vraiment vertueux. Et puis, on travaille aussi sur des sujets de réduction des charges à long terme, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une végétalisation pensée et adaptée au climat qui va évoluer, puisque, comme je vous l'ai dit, il va faire plus chaud, ça permet d'avoir une végétalisation dans les opérations qui va mieux tenir et coûter moins cher en entretien. Donc, on a aussi un sujet de charge qui est lié à ces sujets de végétalisation. Et donc, à titre d'exemple, là, on vous a mis le quartier des Hirondelles, je crois qu'il sera présenté
tout à l'heure. Donc, c'est un quartier à Annecy qui se caractérise notamment par une part très importante d'espaces verts. On a plus de 3000 m² et plus de 300 arbres plantés, donc qui contribuent à ce confort et à ce rafraîchissement de l'atmosphère. Je vous ai mis à chaque fois à côté des indicateurs et des certifications. Je pense qu'on a déjà une présentation très dense. Vous pourrez les revoir en replay si vous en avez besoin. Ça donnera peut-être, si vous avez des questions, on pourra en reparler. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces thématiques, il y a un moyen de les mesurer. Donc, bon, ça permet aussi de comparer les opérations entre elles, de mieux présenter les choses concrètement aux clients. Et puis, il y a des labels et des certifications associées. Autre sujet, l'eau. Alors là, ce que je disais, c'est un sujet un peu nouveau. Et en fait, on s'est rendu compte, alors voilà, aujourd'hui, on a près de 2/3 des Français, plus de 2/3 des Français qui craignent une pénurie d'eau. C'était moins d'un tiers il y a 20 ans. Donc, on a un vrai sujet sur notre capacité à avoir des logements économes en eau et qui n'aggravent pas les situations territoriales potentielles de stress hydrique. On a eu des cas de communes, pas forcément chez nous, mais on en a vu dans la presse, qui refusaient des permis de construire et qui arrêtaient toute construction en raison d'une trop grande pression sur les nappes phréatiques. Donc, nos solutions, c'est ce que je disais, un travail sur la végétalisation avec des espèces adaptées qui ne demandent pas trop d'arrosage et surtout un travail sur les équipements hydroéconomes dans les logements. Donc, depuis cette année, c'est 100% de nos logements dans le groupe qui seront dotés d'équipements hydroéconomes, donc qui permettent aussi, donc, pour en parler aux clients, il y a le côté écologique, moins de pression sur la ressource en eau, mais surtout un côté réduction des charges avec des équipements plus économes. Voilà. Et puis, il nous reste, je crois, 2 thématiques. L'économie circulaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'aujourd'hui, en France, 70% des déchets générés proviennent du secteur de la construction. C'est encore plus impactant que le climat. Donc là, on a un vrai sujet. Et puis se pose la question aussi de la pérennité des bâtiments et de leur capacité à évoluer dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on met un logement sur le marché, il sera adapté à une famille qui va changer, à des besoins qui vont changer dans la ville? Donc, il y a tout un travail sur le fait d'être capable de penser les ressources de manière plus circulaire. Donc là, on a aussi beaucoup d'actions possibles. Dans le groupe, on travaille beaucoup sur les chantiers, notamment, avec un engagement de recycler à plus de 70% de déchets de chantier, avec des chartes adaptées sur ces sujets-là. Et puis, sur les logements en eux-mêmes, on travaille d'une part sur la réhabilitation, j'y reviendrai, et sur la modularité des logements. On a notamment chez Cogedim des logements modulables. Vous pouvez avoir une alcôve en plus de une alcôve qui peut servir de bureau ou de chambre, ou un grand salon, et donc une capacité à faire évoluer votre logement une fois que vous l'avez acquis. Donc ça, normalement, ça contribue effectivement à leur donner de la valeur. À titre d'exemple, sur l'économie circulaire, je crois qu'il manque il y a une page qui a sauté. Voilà. La meilleure chose à faire en termes d'économie circulaire, c'est de réhabiliter. Donc, nous, on a une marque du groupe Histoire et Patrimoine qui est dédiée à ça. Là, on vous a mis un exemple d'un domaine à Dreux, domaine des Babuissons, qui est un bâtiment art déco entièrement réhabilité en logement, où on a réemployé sur place 19% des déchets créés pendant le chantier. Donc, on est à la fois sur la réutilisation et la réhabilitation d'un bâtiment existant, donc qui permet d'éviter de consommer de la matière et de profiter d'un cadre existant. Et en plus, au moment du chantier, un travail sur les déchets pour les réemployer sur site. Voilà, et puis on va passer au dernier thème dont on voulait vous parler, qui est un thème plus sociétal sur le territoire. Donc, ça peut être aussi intéressant pour en parler aux clients, parce que c'est un angle un peu différent, mais le sujet, c'est que voilà, on a une trentaine de pourcents, de 28% des Français qui disent vouloir favoriser l'économie et l'emploi là où ils habitent. On parle de réindustrialisation, on parle de favoriser l'emploi local. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on peut raconter des histoires intéressantes sur le fait qu'on a des chantiers qui travaillent à respecter les riverains. Donc, nous, on a des chantiers faible nuisance sur 100% de nos opérations logement. Donc, ça veut dire qu'on moins de poussière, moins de bruit, moins de nuisance pour les riverains. Et c'est valable aussi pour les chantiers en bois où il y a de la construction hors site et donc des chantiers beaucoup moins longs.
Et puis, on a aussi tout un travail sur l'économie locale avec un effort pour recourir à des matériaux locaux et puis le soutien aux entreprises locales. Aujourd'hui, on peut dire qu'en logement, 72% de nos achats chez Altaria, donc dans toutes les marques, proviennent de prestataires locaux à moins de 50 km. Donc, c'est un autre pan de la RSE, mais je pense que c'est aussi intéressant et ça peut parfois accrocher un client de dire que voilà, c'est un projet qui a contribué à l'économie locale. Voilà pour la longue liste de ces sujets RSE. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des sujets qui sont vastes, prennent plusieurs formes. Vous n'allez pas forcément avoir une opération qui coche toutes les cases, mais dans tous les cas, il y a des arguments intéressants à raconter aux clients, des choses à retenir, et le groupe s'engage, on va y revenir juste après, sur ces sujets. Quelques thématiques peut-être sur le message client. On peut parler souvent de baisse des charges. C'est valable sur les sujets eau, énergie, espace vert. On peut parler de valorisation sur le long terme des logements grâce à ces actions RSE. De confort pour les occupants. Donc après, ça dépend si on parle à l'investisseur ou à l'occupant, mais on a des arguments pour les deux. Et puis, enfin, de cette insertion dans le tissu local qui peut aussi parler au citoyen qui va acheter son logement. Pareil, je vous ai remis les labels. Juste un mot là-dessus. Je pense que vous voyez tous des labels, des certifications. On est un peu parfois perdu dans cet univers un peu complexe. L'idée, c'est que par thématique, vous avez des labels qui correspondent à un projet, enfin, à une thématique. Typiquement, vous avez EFI Nature ou biodiversité sur la biodiversité. Et là, ce qu'on a mis ici, ce sont des labels généralistes. Donc, ce sont des labels qui permettent de démontrer qu'une opération couvre l'ensemble des champs de la RSE et a fait une vraie démarche globale sur plusieurs piliers. Voilà pour la RSE et comment en parler. Et on voulait juste enchaîner avant de vous présenter le programme sur quelques mots sur le groupe pour que vous puissiez bien resituer tout ça dans le contexte du groupe Altaria et de toutes ses marques. Donc, d'abord, un petit slide. Je pense que vous le savez tous, mais quand même un rappel sur les marques du groupe, puisque j'en ai cité pas mal. Mais vous savez que les marques logement, on a Cogedim, Pitchimo, XFC, Verimini, Histoire et Patrimoine, Odeum, et que, j'espère que j'ai rien oublié, Cogedim. Chacune de ces marques est engagée dans la démarche RSE du groupe. On a, nous, une vraie volonté d'être leader du bas carbone, et après, chaque marque va la décliner selon ses propres engagements et ses propres opérations. Et puis, avant de faire parler des programmes, je vais juste donner quelques résultats. Après, j'en ai aussi distillé quelques-uns au fur et à mesure, mais on vous parlait des certifications. Aujourd'hui, on peut dire que 100% des logements, en tout cas oui, 100% des logements sont certifiés NF Habitat et plus de la moitié sont HQE. Donc, ce sont des certifications généralistes sur les sujets environnementaux et qualité qui peuvent donner un peu de réassurance aux clients. En termes de biodiversité, on travaille sur des choses plus concrètes, mais à ce stade, 100% des opérations de quartier et des opérations de Cogedim ont un diagnostic écologique, c'est-à-dire qu'elles se posent la question de l'environnement dans lequel elles sont et de comment travailler à mieux le préserver. Il y a le chiffre que je vous donnais sur les transports en commun, mais ça, c'est un vrai sujet parce que c'est 99% des opérations situées à moins de 500 mètres des transports. Ça veut dire évidemment, le confort client, ça, vous l'avez en tête, mais ça veut surtout dire une opération beaucoup moins carbonée. Donc, c'est très intéressant. Et puis, je remets ce chiffre sur les 72% des achats effectués auprès d'entreprises locales. Donc, pour bien que vous vous souveniez qu'il y a des sujets environnementaux, sociétaux, et que c'est tout ça qui fait un peu la RSE sur une opération. Je vais laisser la parole à la présentation, enfin, au responsable prescription pour présenter les opérations. On a choisi des opérations qui avaient justement des angles RSE intéressants. N'hésitez pas à poser vos questions. On a en tête que c'est une première entrée en matière, mais on voulait vraiment vous faire passer le message que pour le groupe, la RSE est un sujet majeur, qu'on prend des engagements et qu'on espère que vous voyez l'intérêt d'en parler aux clients et que vous serez capable d'avoir plus de clés pour expliquer un peu tous ces enjeux et les valoriser auprès de vos interlocuteurs. Ouais. Merci beaucoup, Éléonore. Comme on disait, cette présentation sera en replay sur le site et on va continuer à vous nourrir sur cette thématique tout au long de l'année 2024. On va vous parler de projets emblématiques de nos marques et on va commencer par Pitchimo avec Mélanie Benoît qui va vous présenter le programme Qui à Lyon. Bonjour à tous, donc Mélanie Benoît, Pitchimo à Lyon, et je vais effectivement vous présenter notre projet emblématique que nous avons sur le secteur de Lyon 3e. Donc notre résidence qui est située au cœur du centre d'affaires de la Part-Dieu.
C'est un emplacement stratégique puisqu'on est tout juste à 2 pas de la gare TGV et du TER de Lyon-Part-Dieu. On peut vous proposer des appartements aujourd'hui disponibles du 2 pièces au 5 pièces. Chaque logement de cette résidence a un avantage de bénéficier à chaque fois d'un espace extérieur, donc balcon pour les appartements du 2 pièces au 3 pièces et ensuite de magnifiques terrasses pour les 4 et 5 pièces, où vous avez des vues du coup 360 sur Lyon et le parc de la Tête d'Or, qui est un parc aussi très emblématique de la ville de Lyon. Donc, pour vous faire un petit rappel au niveau des prix qu'on propose, donc on a des 2 pièces aujourd'hui disponibles à partir de 315 000 €. Nous avons des 3 pièces à partir de 490 000 €, des 4 pièces à partir de 738 000 € et enfin des 5 pièces exceptionnelles avec des terrasses situées en dernier étage à partir d'1 216 000 €. Donc, c'était sur une présentation un peu plus commerciale. Sur l'aspect RSE, cette résidence a été réalisée par notre architecte Sou Fujimoto du cabinet Dream. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette réalisation, c'est qu'il a créé plusieurs choses. La première, un patio de fraîcheur qui permet effectivement d'apporter de la verdure dans un environnement finalement assez urbanisé. Donc, l'avantage de pouvoir bénéficier de jardins intérieurs. On a également une terrasse partagée qui sera située au 9e étage de cette résidence, qui est une terrasse entièrement végétalisée et qui permettra voilà, de pouvoir aller et venir sur cette terrasse exceptionnelle. On a dans ce projet, ce qui est très intéressant sur un aspect purement RSE et qui est la genèse, c'est qu'en fait, sur cette opération, il faut savoir que cet emplacement, c'était l'emplacement de l'ancien siège de la Caisse d'épargne. Et sur l'aspect constructibilité, on a effectivement fait du réemploi de matériaux. Et on a également donc une mixité avec des commerces en rez-de-chaussée, des bureaux et des logements privatifs. On a aussi l'avantage dans cette résidence, on pourrait se dire qu'en étant en centre-ville, c'est assez dense, etc. Cette résidence a été construite de manière à pouvoir jouer avec les espaces, la lumière et tout l'aspect végétal. Donc, on est dans une vraie démarche RSE. Aujourd'hui, c'est une opération qui plaît beaucoup, qui rencontre un vrai succès commercial. Et on a encore aujourd'hui de belles opportunités. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez effectivement plus de questions, je serai disponible. Je vais donc laisser la parole à mon collègue qui va poursuivre la présentation. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler un peu de Woodeum, que j'espère vous connaissez maintenant, et d'un projet donc aérien qui se situe à Charenton. Donc voilà, il faut savoir que ce projet, donc c'est l'association en fait de 3 acteurs sur la ville de Charenton-le-Pont, qui sont donc Woodeum évidemment. Donc Woodeum, c'est le promoteur immobilier écologique français qui était pionnier dans la construction bas carbone, avec notamment la spécificité d'utiliser du bois massif donc dans nos constructions, qui est écologique. De la RATP, puisqu'il s'agit d'un terrain qui appartient à la RATP et où le bois va être une excellente réponse technique puisqu'il est plus léger qu'un mode de construction béton par exemple. Et enfin, l'architecte François Leclerc. Donc François Leclerc, c'est un architecte assez connu en France qui a beaucoup réfléchi, qui a même écrit un livre pendant le Covid et après le Covid sur les nouveaux usages des logements pour les Français, les nouvelles attentes. Voilà, l'espace en plus pour le télétravail, les bonnes orientations, les surfaces minimales, etc. Donc c'était vraiment un projet qui, dès la jeunesse, finalement, était engagé dans une démarche donc, évidemment écologique et sociétale, qui aujourd'hui, donc, pour tuer le suspense, répond aux critères niveau 25 de la RE 2020, qui est la réglementation en vigueur aujourd'hui. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, c'est un projet
qu'on va livrer cet été. Et donc, on a lancé en commercialisation il y a 2 ans et finalement qui a été conçu 1 an avant, donc à peu près en 2020. Donc, ça veut dire qu'à l'époque de sa conception, c'est un projet qui avait déjà 5 ans d'avance en matière de technologie bas carbone sur la réglementation et sur ce qui se faisait. Et donc, pour revenir un peu sur le produit, c'est Keria, donc c'est un bâtiment qui va se situer donc, à l'angle de la rue de Paris et de la rue des Bordeaux, donc à Charenton, qui est à 150 mètres de la ligne 8 Charenton-École, donc ça vous amène en moins de 30 minutes à Opéra, par exemple. C'est vraiment un emplacement prime. Vous êtes à, pareil, 150 mètres de la place du marché, donc on va trouver absolument tous les commerces. À 3 minutes à pied, vous avez le bois de Vincennes pour voilà, la verdure. Donc forcément, en termes de prix, puisqu'on est sur une ville prime et un emplacement prime, on va aussi voilà, avoir des prix qui matchent avec ce marché. Donc, on va avoir une amplitude de 9 à 12 000 euros du mètre carré en fonction de l'étage des expositions, des extérieurs, etc. Aujourd'hui, en termes de produits, donc c'était un petit programme puisqu'on était sur 18 logements, donc c'était plutôt carrément intimiste. Aujourd'hui, il nous reste 9 lots à laquelle on se parle. On est plutôt sur des 2 pièces et des 3 pièces. Voilà, avec une offre en cours, puisqu'on a quand même la chance d'avoir en participant des partenaires, donc on offre les frais de notaire sur ce projet. Et voilà, et juste un petit mot sur le gain carbone sur la slide d'avant, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une résidence qui cumule un gain carbone de 750 tonnes de CO2 par rapport aux solutions traditionnelles de construction. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur l'ensemble des projets Wideom. En fait, pour vous expliquer de manière très simple, comme on utilise du bois massif, du bois, il faut savoir qu'un arbre, pendant sa croissance, va absorber du carbone et rejeter de l'oxygène. Et en fait, si on vient transformer cet arbre alors pour nous, en matériaux de construction, mais ça pourrait être en une multitude d'autres produits, le bois va continuer à stocker le carbone qu'il a emmagasiné pendant toute sa croissance, donc pendant 30 ans. Ce qui veut dire que quand on construit 1 mètre cube de construction bois massif ou Wideom, on est peut-être 1 tonne de carbone, voilà, si on avait construit ce même mètre cube en construction traditionnelle. Pour aller maintenant sur les avantages, donc ils sont nombreux. Donc sur cette slide, on va commencer par les avantages, donc plutôt pour les riverains et pour les compagnons, c'est important. En fait, il va y avoir une réduction de la pénibilité du travail, puisque faut savoir que les voiles de bois massif arrivent sur mesure directement de l'usine. Donc, on a plus un jeu d'assemblage sur nos chantiers. Donc, le gros œuvre est fait très rapidement. Il est divisé par 2. Et pour avoir assisté donc, à des montages de voiles de bois massif, de pans de mur, si vous voulez, en bois massif, ça se fait finalement en quelques minutes avec une grue. Donc voilà, en termes de pénibilité du travail, c'est vrai que c'est un gros avantage. On va avoir aussi moins de rotation de camions, puisque comme je vous disais, donc il y a un gros travail d'assemblage sur mesure qui est fait en usine. On a des chantiers avec moins de nuisances, donc moins de déchets, moins d'eau. Alors, on ne vient pas couler, par exemple, du béton sur place. Ça, c'est plutôt pour les riverains, mais à l'heure des recours, c'est quand même un des sujets importants. Et en termes d'utilisation, donc pour nos résidents, voilà, on va retrouver des bénéfices. Donc là, on vous parle plutôt des bénéfices, donc d'impact sur la santé. On a fait travailler en fait des professeurs, donc le professeur Avia et Le Pelletier, qui ont réuni un certain nombre d'études sur qu'est-ce que ça fait de vivre dans une résidence en bois. Et donc, on s'est rendu compte que, au-delà de l'aspect chaleureux et des énergies, on va dire un peu positives, on a vraiment un impact sur la diminution en fait du rythme de la pression artérielle, donc du rythme cardiaque, donc du stress. Voilà, ce qui va nous créer des émotions positives, améliorer la qualité de sommeil, enfin voilà, avoir ce genre de bénéfices. Et enfin, sur la slide d'après, on va aller donc plutôt sur les avantages donc, liés au fait que le bois est un isolant exceptionnel. Donc le bois massif, c'est 15 fois plus isolant que le béton, par exemple. Ce qui va avoir pour bénéfice, puisque en ce moment, on parle pas mal du coût de la vie et évidemment du coût des énergies, du coût du chauffage, des charges de chauffage. Donc, on a fait des études où on a comparé les logements Wideom
au parc ancien, donc à côté, avec des caractéristiques similaires, et on vient diviser par 3 ou 4 la facture de chauffage. Donc ça, grâce à l'isolation du bois. Vous avez aussi, donc, en termes d'isolation phonique, voilà, le bois, c'est le matériau qui est plébiscité par la plupart des salles philharmoniques d'Europe. Donc c'est un acoustique qui est vraiment premium et inégalé. Vous avez aussi, pour aller un peu plus loin en termes de qualité de l'air, une régulation naturelle du taux d'humidité dans l'air. Et voilà. Et le dernier sujet qui est important et qui est toujours d'actualité, c'est en termes de DPE. Donc, cette isolation, ça se traduit par quoi? Donc, en l'occurrence, sur Keria, on voit que ça se traduit par des DPE exceptionnels, des DPE A ou B. Voilà. Même dans le neuf, c'est finalement pas si fréquent. Et donc, c'est la garantie pour nos clients, pour vos clients. Et donc, pas de travaux de rénovation énergétique pour louer ou pour revendre leur appartement, finalement, jusqu'en 2050. Donc, voilà. Un petit mot de plus. Donc, je vous ai dit que le projet était compatible à la RE Seuil 25, donc sur le critère carbone, et qu'évidemment, le projet a obtenu le label BBCA en conception. Donc, le label BBCA, c'est bâtiment bas carbone. Voilà, 100% de la production de Woodéum est labellisé BBCA. C'était un peu le label qui était précurseur de la RE 2020, puisqu'il analysait en fait les émissions de carbone dans le cycle de vie total d'un bâtiment, y compris dans la phase construction qui est la plus émettrice de carbone. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur ce beau projet de Woodéum et de Charenton. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Altarea Partenaires, vous avez les derniers lots disponibles et on est donc sur une livraison courant 2024. Merci beaucoup et je passe du coup la main à mes confrères de Cogedim. Ouais, merci. Oui, bonjour, enchanté. Donc, c'est à moi que revient la tâche de vous présenter l'opération de Créteil Vertuo, la bien nommée. Vertuo parce que vertueuse, justement, vertueuse sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut comprendre que l'opération, la démarche RSE globale du groupe donne de la valeur au projet qu'on est capable de vous présenter aujourd'hui. L'exemple, les différents thèmes qu'on peut aborder sur une opération comme Créteil Vertuo, dans la conception, dans la production d'énergie, on va s'apercevoir que l'opération présente aujourd'hui sur les façades, la différenciation des façades, l'utilisation du bois, que ce soit en structure, en bardage ou sur les maisons qui sont sur le toit. Léonard en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment le confort d'été, le concept de logement rafraîchi qu'on est capable de retrouver derrière cette conception. Évidemment aussi, et Xavier en a parlé pour Woodéum tout à l'heure, l'utilisation du bois participe à la décarbonation du projet au global, et ça c'est très important. Sur un projet comme Créteil Vertuo, au niveau production d'énergie, vous le voyez sur le slide qui est en place là, on fait appel à un mécanisme de chauffage urbain qui utilise la géothermie, qui utilise un mix d'énergie et qui va utiliser 50% d'énergie renouvelable, donc en passant par la combustion des déchets de la ville. Évidemment, un avantage d'un point de vue RSE, d'un point de vue écologique, mais également un avantage au point de vue de la facture d'énergie qui est importante aujourd'hui pour vos clients. Donc pour vous, c'est aussi un intérêt à mettre en avant. Quand on réalise des opérations comme ça, derrière, il y a une finalité pour vos clients et il y a des économies derrière. Le bois, j'en ai parlé sur le slide d'après, merci. Sur le slide d'après, évidemment, les labellisations, là, on en a suffisamment parlé, mais RE 2020, RE 2025, certification NF Habitat, non pas 6 étoiles, mais 7 étoiles maintenant, donc c'est-à-dire qu'on est en train de passer vraiment au-dessus des normes qu'on nous demande. Label biosourcé, c'est donc quand on fait appel à des matériaux vertueux et à un mix de matériaux vertueux pour concevoir et pour construire. L'intéressant là-dedans, c'est les thèmes aussi de la végétalisation. Donc, sur l'opération de Créteil Vertueux, oui, pardon, sur le slide précédent, on a un jardin suspendu en R+1, un jardin suspendu vaste, sur lequel on a mis un potager, des arbres fruitiers. Et sur les thèmes de RSE qui étaient abordés tout à l'heure, on va répondre par ce jardin suspendu à la problématique de préservation de la biodiversité, de rafraîchissement de toute l'opération, la décarbonation, la désartificialisation au profit vraiment d'un espace vert qui va profiter
et à la résidence, et d'ailleurs au quartier, parce que je le rappelle, mais sur Créteil, on est sur une ZAC très importante sur laquelle on construit énormément d'espaces verts, des prairies, des grands jardins. Donc ça, c'est important aussi. Ce slide aborde aussi le fait que nous ayons les commerces en rez-de-chaussée, et on le verra également sur l'activité, sur le slide d'après, mais la notion de mobilité douce qui est vraiment mise en avant. Aujourd'hui, l'idée sur Créteil-les-Chats, sur la métropole du Grand Paris, on est sur une zone, sur une ZFE, des zones à faible émission, et donc on va chercher à réduire au maximum le transport carboné pour favoriser toutes les mobilités douces. La mobilité douce, c'est quoi? C'est avoir tout finalement à 10 minutes à pied, à peu près. Et cette opération répond parfaitement puisque vous avez les premiers commerces qui sont en rez-de-chaussée, puis vous avez tous les transports en commun qui vont être à entre 5 et 10 minutes à pied. Donc vous pouvez vraiment tout simplement vous passer de la voiture, vous passez au maximum du carbone. Enfin, un dernier enjeu dont on a peut-être abordé tout à l'heure, mais l'enjeu sociétal de la RSE, on va l'obtenir quand on regarde ce slide, la proximité de l'hôpital Henri Mondor, de la faculté de médecine, ça va nous permettre d'un point de vue sociétal d'apporter quand même une offre de logement supplémentaire à tous les étudiants, Dieu sait qu'ils en manquent, et également au personnel hospitalier de la grande cité Mondor, qui contient beaucoup de personnel dont on a besoin, et à travers cette possibilité qu'on offre, on est vraiment en train de répondre aux problématiques RSE du groupe. Voilà, pour la présentation du projet. Pour ce qui est de la partie commerciale, vous le voyez, il nous reste pas mal de disponibilité sur des T2, sur des T3. On a de la TVA 5.5, on a la campagne nationale qui s'applique. On a même un très beau T5 duplex qui est revenu. On est habitable, on est Pinel. C'est vraiment un projet sur lequel vous pouvez foncer et sur lequel vous apporterez beaucoup de valeur pour vos clients. Je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter désormais un programme en région, le programme d'Annecy. Merci Nicolas. L'écho, c'est moi, non? Je coupe le micro? Est-ce qu'on va m'entendre? Oui, c'est bon? Voilà, ben, après toutes ces brillantes présentations, je vais remercier Nicolas, merci aussi à Xavier puis Éléonore. Je pense que vous en savez un petit peu plus sur le RSE, et puis j'ai souvent des appels des partenaires, le RSE, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi. Quelqu'un me l'avait résumé assez rapidement en me disant c'est vrai que dès qu'on touche au portefeuille, ça implique beaucoup plus les gens, et puis je crois que au niveau écologie et tout, on ne peut plus aujourd'hui regarder une seule émission sans nous parler de décarboner, de comment on se transporte, où est-ce qu'on va, comment on fait. Et là, je vais vous présenter vraiment une opération qui, pour moi, est vraiment une opération emblématique à Annecy, hein, quartier, donc on est en Savoie. C'est pas par hasard qu'on l'appelle la petite Venise des Alpes, avec aujourd'hui une ancienne friche industrielle, on peut dire, puisqu'on était sur plus de 10 000 mètres carrés à peu près, et d'un endroit qui était complètement minéral, on va le transformer une belle prairie, pour reprendre les expressions de Nicolas, et on va faire du végétal. Donc avec plus de 6 500 kilos et clairières, 7 000 mètres carrés de jardin, 5 000 mètres carrés donc, de résidence de service. Ça, c'est pour un petit peu l'apport et les échanges de toutes les personnes qui vont être sur place, entre les personnes, entre les seniors, les jeunes. Une maison aussi historique qui va être complètement réhabilitée au service des habitants du quartier. Et puis plus de 500 mètres carrés de commerce. Alors, on va passer à votre slide. Voilà. Donc, il y a plusieurs phases, puisque cette opération, au total, on va être autour de 600, un petit peu moins de 700 logements sur plusieurs phases, avec une livraison prévue à partir de 2027. Donc, vous allez voir, évidemment, petit chat dans la gorge. Donc, la première phase avec 187 logements. En deuxième phase, on sera sur 179. Troisième phase, 179. Et sur la quatrième phase, on est sur 136 logements.
Donc, ça nous rappelle un petit peu des grands enjeux comme ce qu'on faisait un peu avec le cœur de ville, ici les Moulineaux, qui était une très belle opération qu'on vient de livrer. Nous a rapporté déjà beaucoup de succès et on a eu beaucoup de trophées avec cette opération. Donc, Annecy, j'ai l'impression qu'on refait un petit peu la même opération que le cœur d'Issy-les-Moulineaux, cœur de Bobigny. Donc ça, c'est une nouvelle opération en jeu qui a bien démarré. On a démarré, je pense, il y a 2-3 mois à peu près, la commercialisation. On sent un bon engouement dessus. Et on n'est pas très loin donc de la frontière suisse, avec donc les 2 opérations, merci, de Virtuose, donc avec les 130 logements, et Osmose sur la phase 2, déjà avec 76 logements, on est déjà à peu près la moitié en commercialisation. Alors les points forts, on va toujours revenir, chauffage au bois, donc menuiserie bois aussi, toujours pour décarboner, et puis ce souci, ce côté écolo. On est en opération RE 2020 avec un objectif, pour reprendre un petit peu le terme tout à l'heure de Xavier, RE 2025, et c'est bien parti. Donc, c'est des opérations, on peut dire, on est un petit peu 3, 4 ans, même 5 ans en avance, quoi. Donc, forte végétation, traitement des eaux, donc par nous, c'est-à-dire c'est un système d'évaporation qui concentre un peu les déchets et qui les réduit fortement. Ça, on aura Éléonore qui est beaucoup plus spécialisée là-dessus. Alors, des façades végétalisées de plus en plus, de grands espaces, on a beaucoup de balcons, de grandes terrasses jusqu'à 97 mètres carrés, j'ai vu, de terrasses, des architectures, je dirais, très osées, très modernes, et avec la récupération des eaux de pluie pour les nettoyages, je dirais, de toutes les parties des pièces humides, donc pas des eaux consommables, mais récupérables. Ce qu'on disait que l'eau était, moi je pense que dans les quelques années à venir, l'eau va être très importante. On le voit déjà. Les sols qui étaient complètement inondés, complètement imperméables, on s'aperçoit qu'il va falloir les récupérer parce qu'elles n'entrent plus ou alors elles sont complètement polluées. Donc là, on a vraiment une opération. Il y aurait tellement à dire encore sur le quartier des Hirondelles. On s'aperçoit qu'on a aussi une jeune clientèle de nouveaux acquéreurs, des primo-accédants qui sont de plus en plus. Et les partenaires me remontent l'information, hein, ça vient vraiment des jeunes qui nous disent, mais on veut un appartement, voilà, on ne veut pas que ça nous coûte trop cher en chauffage, on veut que l'eau ça soit récupéré, quid de nos déchets, est-ce qu'il y a un compacteur, non, composteur, pour mettre les déchets récupérables, c'est ça. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Pour les prix, si je parle du côté commercial, ben on est à peu près on démarre à 6 000 € du mètre carré, à peu près. Donc là, on est en Pinel. Je vais passer le petit slide, non, il n'y en avait pas un autre. Okay. La suite est prévue pour vos questions. Nous avons déjà quelques questions, notamment la première. Qu'entendez-vous par diagnostic écologique? Oui, merci pour les présentations. Je vais juste reprendre la parole pour cette question. J'ai évoqué diagnostic écologique quand on parlait de biodiversité. En fait, diagnostic écologique, c'est qu'au début du projet, on fait intervenir un écologue, donc un spécialiste en biodiversité, et cet écologue va faire un inventaire de la faune, de la flore, des habitats qui existent, et nous dire, bah voilà, si votre projet, il va avoir, voilà l'inventaire, votre projet va avoir tel impact, et donner des recommandations pour préserver toutes ces espèces, ou en tout cas les intégrer au nouveau projet. Voilà, et donc effectivement, on s'engage à faire des diagnostics écologiques sur l'ensemble des projets Cogedim, grands projets, et on va le développer sur les autres marques également. Nous avons d'autres questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Sur le PLU, les PLU n'autorisent pas toujours les constructions bois. Des éléments de réponse? Pourquoi? C'est une question. Quelle est la question?
Parce que c'est une affirmation que le PLU n'autorise pas. Non, pour moi, c'est pas, ou alors je peux m'en avoir, mais pour moi, il y a un sujet le sujet du PLU, c'est un sujet de hauteur. C'est un sujet de hauteur où effectivement un étage en bois est un peu plus haut qu'un étage en béton. Puisque nous, on ne va pas couler la technique, donc les tuyaux dans le béton, mais on va devoir donc, les mettre sous de la structure cachée par le plafond. Et effectivement, parfois, donc, les PLU qui ont été faits plutôt pour du béton vont impliquer des hauteurs de bâtiments qui correspondent plus à des constructions traditionnelles béton. Mais ça n'empêche pas la construction bois. En l'état, ça peut éventuellement empêcher un étage de plus ou de moins en bois ou en versus béton. Mais c'est des choses qui sont en train qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer. Parfois, déjà, les mairies autorisent à faire évoluer. En tout cas, c'est des projets. Et c'est pas j'ai pas, à ma connaissance, en tout cas, un PLU qui interdirait une construction bois ou une construction en briques ou une construction. Peut-être pour compléter, effectivement, normalement, les PLU n'ont pas le droit d'interdire des constructions en raison de leurs matériaux. Ils peuvent parler des aspects. Mais donc ça, c'est pas parce qu'on est en construction bois, on peut travailler la façade et l'aspect un peu comme on le veut. Et sur ce sujet de l'étage, effectivement, on avait un problème de perdre un étage avec le bois, mais aujourd'hui, il y a des dérogations possibles spécifiques pour des constructions écologiques. Donc, a priori, c'est pas un réel problème. Et pour moi, c'est corrigé quand ils font évoluer, quand les villes font évoluer leur PLU. Aujourd'hui, la construction bois, le discours de toute façon de construction écologique ou RSE, il parle, nous on le voit, à nos clients, c'est pour ça qu'on vous en parle, mais c'est un sujet que les mairies se sont appropriés depuis longtemps. Aujourd'hui, le bilan carbone d'un mandat d'un maire pour sa réélection, c'est primordial. Ils communiquent dessus à chaque élection. Donc voilà, ils ont intérêt, comme nous, finalement, à faire évoluer les PLU si il y a des barrières dans ce sens-là. Très bien. Une autre question pour Woodeum. Combien de programmes en France déjà construits et combien à venir? Alors, Woodeum, aujourd'hui, c'est 6 000 logements livrés ou engagés. C'est des logements construits ou en cours de construction. Et c'est un pipe de 3 000 logements en développement. Et puis, pour aller un peu plus loin, du coup, j'en profite avec une petite note d'actualité. Donc, le groupe Altarea a racheté à 100% Woodeum à peu près en janvier-février 2023. Et cet été, donc, nous avons initié la fusion des marques Pitimo et Woodeum. Donc voilà, le projet étant de créer le leader de la construction bas carbone en France. D'accord, merci. Et alors, on a une question sur le programme Virtuose et Osmose. Ce programme est-il labellisé Biodiversity? Oui. Moi, j'ai peut-être une question en retour. Je ne sais pas si la personne pourra nous dire, mais s'il pose la question, est-ce que c'est parce qu'il voit un intérêt particulier des clients pour ce label? Parce que nous, on le fait, mais pour moi, je n'ai pas forcément de retour sur est-ce que c'est une question qui est posée. Donc, je pose la question en retour. La personne veut-elle... Sinon, c'est plus tard. Mais... Oui, bonjour, Anaïs Depaz de SGIP, Société Générale Immobilier Patrimonial. Oui, nous communiquons sur ce label. Nous avons fait le choix d'intégrer ce label dans les programmes que nous mettons en avant concernant la préservation de la biodiversité. Quand nous sommes engagés au niveau de la RSE, on s'est engagé sur ce pilier de préservation de la biodiversité. Et pour moi, ce programme d'Annecy, donc nous, on l'a référencé, mais je n'ai pas vu le label sur la plaquette ou sur l'extranet partenaire. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question, en fait. On pourrait vous mettre Je pourrais vous mettre en contact directement avec la directrice commerciale, si vous voulez, de Osmose et Virtuose. Vous enverrez ses coordonnées. Oui, non, mais moi, je voulais juste savoir pour l'indiquer pour nos commerciaux si le programme était labellisé.
généralement, les promoteurs, vous ne mettez pas systématiquement sur les labels, vous ne les communiquez pas forcément de façon voilà, sur les plaquettes. Généralement, nous, quand on référence des programmes, on recherche l'information dans les notices descriptives. Et, Je vais pas vous dire de bêtises, là, avec tous nos partenaires. Je leur donnerai l'information cet après-midi. Je vais me renseigner quand même auprès du responsable programme. Merci. Pas vous dire de bêtises. Merci beaucoup. Précision pour bien faire, c'est biodiversité uniquement ou épinature, ça vous intéresse aussi? C'est les deux. On Ok. a sélectionné Finature et Biodiversity. Ok, super. C'est bon à savoir pour nous. Merci. D'autres questions? On vous remercie. Ouais, on vous remercie. De toute façon, tous les responsables de la prescription sont à votre disposition si vous avez des questions qui arrivent, si vous avez des questions de vos clients. Merci beaucoup. Et Merci à à bientôt. Merci à tous. Je rappelle juste que le replay sera disponible sur le site Altarea Partenaire très prochainement. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.